Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. La gare routière de l'information Saint-Éric-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Madame, Messieurs, bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver ce matin sur les ondes de la radio et nous sommes à la gare routière de l'information avec mes confrères. Naturellement, ce matin, on reviendra sur la mise en place effective des institutions de la 5e République. Faure Gnassingbé et Jean-Lucien Savy de Toville, les deux têtes d'un seul et même corps. Si les partisans de Faure Gnassingbé se congratulent d'avoir parachevé un projet initié depuis 1 an et demi environ, l'opposition togolaise, elle, ne décolère toujours pas. Que peut-elle encore faire aujourd'hui dans ces conditions? Eh bien, c'est l'une des questions que je poserai à mes confrères dans notre studio. On pourra aussi jeter un regard rapide, si vous voulez, sur les 20 ans de la gouvernance de Faure Gnassingbé. Beaucoup auraient aimé l'écouter lui-même parler, seulement c'est d'autres personnes qui sont en train de parler. Je dirais presque en son nom, le président de la Cour constitutionnelle, on l'a écouté samedi dernier lors de l'investiture du président du Conseil. Et puis, le plus tonitruant, c'est la sortie de l'ancienne ministre des Armées, Marguerite Niakhader. On va aborder donc toutes ces questions avec Ambroise Pondio, du journal des Guardians, Joseph Gada, économie et développement. On pourrait être rejoint par notre éditorialiste, Jack Diakouti. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Lomé avec mes confrères en studio. Bonjour Ambroise Pondio. Oui Eric, bonjour. Bonjour les confrères Joseph et Jacques. Bonjour les auditeurs et auditrices pour leur patience, pour les avoir laissés pendant au moins plus d'un mois. Et on se retrouve dans le studio de Taxi FM aujourd'hui pour un débat de l'actualité. Et nos auditeurs qui nous ont beaucoup manqué. Oui, bien sûr. C'est vrai que ça fait un bon bout de temps, cette pause, et nous sommes tout heureux de vous retrouver aussi à l'antenne avec les auditeurs qui sont là, qui nous écoutent actuellement. Bonjour, Joseph Gada. Bonjour, Eric. Bonjour également aux fidèles auditeurs et auditrices de Taxi FM, et bonjour également à mes chers confrères Ambroise et l'heureux. Bonjour également au président Diakouti. Merci à vous tous. Ça fait que ça fait un bail, on ne s'est plus vu, mais on rend grâce à Dieu pour nous avoir donné pour la santé, de nous avoir encore réunis pour échanger davantage sur l'actualité politique. Togo. Oui, bien sûr. Et j'ai bien envie d'écouter Ambroise Pondio comme il a l'habitude de le faire, des sujets de la ville et tout le reste. Ambroise, des coups de gueule. Oh, bon, un coup de gueule, c'est, je crois, il y a plein de sujets, mais j'aurais aimé quand même envoyer ce message à Ebomaf par rapport à la route de Ségué. La route, elle est construite, on sait qu'elle est étroite, mais les embouchures, ou comment on peut les appeler, les routes adjacentes qui lorgnent vers la chaussée,
ne sont pas du tout bien pour les riverains, parce que pour rentrer sur la chaussée, c'est tout un calvaire pour beaucoup de riverains. Chez moi, par exemple, ça fait depuis que la pluie a commencé, ça fait plusieurs semaines qu'on ne passe plus parce qu'il y a de grands flaques d'eau. Tu ne peux pas passer là-bas, ni moto, ni voiture. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a même pas fait un petit goudron de ne plus que 40 mètres pour permettre aux riverains de rejoindre la route principale. Et donc, c'est légion, c'est pratiquement sur toute la route. Et il appartient au ministère des Travaux publics de revenir sur la construction de la route, au moins l'élargir et faire en sorte qu'on soit dans le sillage de la route d'Anero. Un second sujet, c'est les boissons sucrées en plastique qu'on importe chez nous en quantité qui m'effraie et qui m'inquiète. C'est des titans qui transportent ces boissons-là dans la ville. La dernière fois, j'en ai vu à Badago, au moins 2 fois, un titan avec plusieurs milliers de bouteilles de cette boisson-là, qui, dit-on, est sucrée, non seulement sucrée, mais qui contient des substances qui sont nocives à la santé humaine. Et donc, j'en appelle au ministère du Commerce d'intervenir pour interdire ces boissons-là que je peux qualifier de diabétogènes, et donc qui sont très, très, très dangereux pour la santé humaine. Chez moi, en tout cas, à la maison, moi, je l'ai interdit. Ambroise, nous sommes d'accord que si ces produits se retrouvent sur le marché, ça veut dire que les autorités ont donné leur accord. Oui, c'est ce qui paraît surprenant, parce qu'on ne peut pas sacrifier la santé des populations au profit des intérêts personnels d'un commerçant puissant ou d'un baron du régime ou de la femme d'un ministre de la République. Ce n'est pas normal. Au début, c'est les gens ordinaires comme moi qui importaient, parce que j'ai eu un peu à investiguer. Les gens ordinaires, depuis quelques années, ça fait 3-4 ans, maintenant, il semble que le commerce là est tombé dans la main des mêmes personnes qui sont autour du noyau dur du régime, de la minorité pieuse. Et là, ça devient inquiétant, parce que c'est des gens, ils sont là, opportunistes, à chercher des portes d'entrée de sous et d'argent, peu importe ce que ça amène, ce que ça a créé comme problème aux populations. Le cas de la plage, où on est en train de chasser les Togolais qui ont créé des bars et des restaurants très intéressants et qui attirent beaucoup de monde, ça, on ne sait pas qui viendra le prendre, mais je l'ai déjà dit que si ce genre de boissons rentre et qu'on est en train de chasser les Togolais de la plage qui entreprennent, qui ont des activités génératrices de revenus, et qu'on souhaite passer pour remplacer par qui on ne sait pas, on doit être inquiet. On doit sérieusement être inquiet. Je ne sais pas si Joseph veut réagir par rapport à ce sujet-là. Oui, je pense que ce que Ambroise a dit est très authentique, et on n'a pas d'autre choix que d'interpeller également aussi les associations des consommateurs pour travailler sur ce sujet. C'est vrai que presque dans toutes les boutiques de super, comment on appelle, les boutiques d'alimentation, et même dans les grandes boutiques, vous verrez ces boissons exposées. Malheureusement, ces boissons sont également exposées sous le soleil, et personne ne dit mot. Entre-temps, j'avais eu à assister, à participer à un atelier sous-régional sur la consommation, sur comment on appelle, sur la concurrence. Et j'étais avec les associations de consommateurs. Et effectivement, ce sujet fait partie des inquiétudes des participants par rapport à ces boissons qui rentrent au pays et dont personne n'en parle. Le ministère de la Santé n'en parle. Et puis, bon, tout le monde en consomme. Et malheureusement, selon mes informations, ça a des répercussions sur les jeunes, ceux qui en prennent suffisamment. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on puisse quand même réfléchir là-dessus
partout où vous passez, vous allez voir des titans, ou bien, bon, c'est pas les gros porteurs. Oui, les gros porteurs. Les gros porteurs, vous allez les voir avec ces boissons. Mais c'est que ça, c'est inquiétant, comme Ambroise Antoine l'a dit. Il va falloir qu'on réfléchisse là-dessus. Qui produisent effectivement ces boissons? Quels sont les teneurs? On suit que si aujourd'hui, on sait que le gouvernement est en train de lutter aussi contre le diabète, c'est pour ça qu'entre-temps, on avait augmenté aussi les prix des boissons, des boissons communément appelées les sucreries, ou bien les boissons gazeuses. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on puisse quand même réfléchir là-dessus. Parce que presque ces boissons, le fait que, ce qui est encore marquant, c'est que, vous voyez que, bon, ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller prendre, par exemple, je ne vais pas faire la publicité à une société, oui. Mais ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller dans les bars pour aller acheter, par exemple, du cocktail ou bien de Coca-Cola, tout ça là, à 500 francs, à 600 francs, peuvent aller rapidement aller acheter ou bien s'approvisionner quand même à ces produits qui ne coûtent que 150 ou bien 200 francs. Vous voyez déjà. Donc, les gens consomment en une quantité tellement suffisante que, allez, aujourd'hui, ça ne fait qu'augmenter. Même si on n'a pas un chiffre aussi aujourd'hui, mais ça ne fait qu'augmenter aujourd'hui ce que nous appelons aujourd'hui la maladie de diabète. Donc, il faut faire extrêmement attention. Là, on est en train de parler des boissons sucrées, mais il y a aussi, alors on enregistre donc la venue de Jacques Diakouti qui nous rejoint à l'instant, mais il y a aussi des boissons énergisantes. Oui, énergisantes. Qui ne passent pas nos frontières, les frontières au niveau d'Adidogomé et tout le reste. Qui pullulent sur le marché. Alors la question est de savoir qui contrôle l'entrée de ces boissons sur le territoire. Personne. Donc je pense qu'il revient maintenant au ministère de la Santé et à l'ensemble du gouvernement. Et surtout, parce que ce travail doit être fait aussi par les communes. Parce que souvent, c'est dans les communes, c'est dans les marchés que ces produits se vendent. C'est dans les boutiques dans lesquelles ces mères vont chercher les tasses que se vendent quand même ces boissons. Donc, parce que il doit y avoir une synergie entre la commune et le ministère de la Santé pour voir l'origine quand même de ces boissons et en quoi aujourd'hui ces boissons sont vraiment efficaces pour la santé des Togolais. Ah oui, parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui nous protègent là. C'est-à-dire que si ces produits se retrouvent sur le territoire, ça voudra dire que quelque part, les autorités ont donné leur accord. Mais est-ce que tout ce qui est sur le marché est bon pour nous? Chacun doit réfléchir là-dessus. Bonjour, Jacques Diakouti, merci de nous rejoindre. Bonjour, Eric. Bonjour aux auditeurs et auditrices. Est-ce que ça vous inquiète aussi, ces produits gazeux, sucrés, alcoolisés qui sont sur le marché, là, qui pullulent sur le marché, on va dire, presque? Eric, je voudrais d'abord te remercier pour l'opportunité. Merci parce que finalement, on a repris l'émission. Je te salue dans la 5e République. Je salue nos auditeurs également dans la 5e République. Je salue mon ami Ambroise et mon ami Joseph Ibada. Donc, comme vous l'avez dit, il faut reconnaître que c'est vraiment un phénomène, un problème pour la santé publique. Il faudrait que les dirigeants prennent les responsabilités parce que ce que nous voyons aujourd'hui, Eric, dans le marché, ça crée vraiment une difficulté. J'étais la dernière fois un peu au nord, j'ai vu ce qui se passe par rapport à ces boissons. Et l'autre aspect, c'est que nous n'avons pas souvent la date de péremption sur ces produits. Vous savez que les gens prennent c'est un autre élément, c'est un autre phénomène, ça, oui. Ah oui, il n'y a pas ça. Et puis, ça crée vraiment des difficultés. Moi, je crois qu'il faudrait que, au niveau du ministère du Commerce, ceux qui sont chargés effectivement de cette réglementation, de tout faire effectivement pour prendre soin et de réglementer effectivement ce secteur qui crée vraiment des dégâts, qui crée vraiment des problèmes à la santé de notre pays. Très bien. Alors, si Ambroise n'a plus rien à ajouter, parce qu'il y a un autre élément également. Vous savez que samedi dernier, pendant que tout le monde
a les yeux tournés vers donc la place des fêtes de la République. Il y a un autre phénomène au niveau du bassin de Todman. Vous vous rappelez, le gouvernement ou le ministère a sorti un communiqué par rapport donc à des poissons qui sont morts dans ce bassin. On en a parlé ce matin dans Taxi Media Show avec notre confrère Aubin Koutélé. On a retrouvé donc dans ce bassin-là un grand nombre de poissons morts et on ne sait pas de quoi est-ce qu'ils sont morts. Et là, ces poissons ont été collectés et incinérés selon donc ce qui nous a été dit par les services compétents pour prévenir tout risque pour la population. Il semble même qu'il y a un périmètre de sécurité qui a été établi pour empêcher que des gens aillent récupérer donc ces poissons qui flotteraient peut-être encore à la surface des eaux de ce bassin-là. Je ne sais pas quel commentaire vous en faites, Ambroise, par rapport à ce sujet-là. Oui, d'abord, bonjour Jacques, merci d'être aussi présent. Moi, c'est hier soir que j'ai vu la vidéo, pas tellement la vidéo, une photo et un article par rapport à un communiqué. Voilà, c'est un communiqué du ministère de la Santé que j'ai lu et j'ai été un peu sidéré et aussi interloqué, tout simplement parce que moi je pense souvent là-bas, moi je l'avais déjà dit, ça fait plusieurs années, que ces bassins-là surtout, c'est le cas de l'université de Lomé qui m'avait inspiré. J'avais dit, s'ils pouvaient transformer ces bassins en bassin piscicole, ce serait une très bonne chose. Parce que mon papa a toujours dit qu'en Israël, rien ne se crée, rien ne se perd, rien ne se crée. Ils transforment tout, même les épluchures comment vous l'appelez, des maniocs et de l'igname, ils le transforment en manioc sur le toit des bâtiments. Vous allez voir de la salade, de la tomate. Et donc, s'ils arrivaient à faire la pisciculture dans ces bassins-là, on aurait gagné quelque chose. Et donc, quand j'ai appris ça hier, je n'ai pas connaissance que dans la ville de Lomé, dans les bassins que nous connaissons tous tous les jours, on élève des poissons dans ces bassins. Hier, je posais la question sur une plateforme en me demandant de savoir est-ce que les poissons qui sont morts là-bas sont élevés là-bas, ou c'est des poissons que certains sont venus jeter dans le bassin. Jusqu'à ce matin, je n'ai pas encore de réponse, mais j'estime que si c'est des poissons qui sont élevés là-bas, parce que j'ai compris une chose, c'est qu'on a entouré le truc de toute une grille bien solide qui ne permet pas à tout le monde de venir. Et donc, ces poissons-là ont été victimes d'empoisonnement. Un produit a été jeté par mégarde ou certaines eaux qui ont convergé vers ce bassin-là, sur des histoires propices, contiennent des produits toxiques aux ressources halieutiques qui pourraient en partie ou coûter la vie à ces poissons-là. Et donc, jusqu'à présent, peut-être que Jacques et Joseph ont plus d'éléments que moi. Sinon, j'étais vraiment sidéré qu'il y a tellement de poissons dans ces bassins-là qui sont morts comme ça. Ah oui, bien sûr. Bon, enfin, au niveau du ministère, on rassure, puisqu'il y a eu des prélèvements qui ont été donc faits pour des analyses toxicologiques et chimiques, comme vous l'avez dit. Mais ça veut dire que ces bassins-là, qu'on voit un peu partout à Lomé, ce sont des bassins dans lesquels on élèverait des poissons. Joseph. Non, moi aussi, j'ai appris l'information hier, comme pour tous les Togolais, le communiqué du gouvernement. Et moi, je suis surpris que dans nos bassins, on élève les poissons. Je ne savais même pas. Et c'est ça qui a dit, ah bon? Je pose la question à quelqu'un du ministère, il dit, mais ah bon, est-ce qu'on élève les poissons? Mais bizarrement, le gars du ministère aussi de l'agriculture me dit, bon, lui aussi ne savait pas qu'on élève les poissons dans nos bassins. Je pense que c'est extrêmement grave si on ne sait pas. Parce que, est-ce que c'est vrai que nos bassins sont des lieux de rétention d'eau? Et quand on parle de ces eaux, ce ne sont pas des eaux propres. Ce sont des eaux qui circulent. Oui, ce sont des eaux de ruissellement qui sont là-bas.
Voilà, donc ce sont des eaux qui ne sont pas, bon, disons, des eaux impropres. Alors, si on se permet d'élever les poissons, alors je me demande quelles sont les conditions dans lesquelles ces poissons vivent. Voilà, c'est là où l'inquiétude, mon inquiétude est encore grande, parce que quand on parle de l'élevage et de la pisciculture, tout ça, je pense qu'il y a des conditions bien appropriées. Oui, donc, si ces conditions ne sont pas réunies, malheureusement, je pense qu'on ne peut que se retrouver devant ces dégâts incontestables. Donc, maintenant, bon, puisque le gouvernement, selon son communiqué, a pris toutes les initiatives, toutes les dispositions pour que la population, bon, ne soit pas, mais bon, mais que ces poissons ne se retrouvent pas dans les assiettes de la population, on fait confiance quand même à ce communiqué. Mais tu vois, la question de savoir est la suite. Puisque je suis sûr que l'eau là est déjà polluée. Qu'est-ce qu'on va faire de cette eau? Il faut l'évacuer. Bon, voilà. Est-ce qu'il faut l'évacuer? Bientôt, il ne faut pas oublier que nous sommes aussi en pleine saison de pluie aussi. Donc, si on n'arrive pas à évacuer l'eau là à temps, et que, bon, ce matin ou bien l'après-midi ou bien le soir, il pleut, ça veut dire que ce serait catastrophique. Voilà, voilà mon inquiétude. Oui, c'est un vrai problème. Oui, c'est un vrai problème. Voilà, moi, je sais, si vous voulez, je sais qu'il y a un bassin, si vous connaissez chez le ministre Sani Yaya au niveau de Ave Maria à Didogomé, il y a un bassin qui n'est pas trop loin de sa maison, dans lequel un riverain élèverait, enfin, pas élèverait, élève, parce que j'ai vu des poissons dedans. Et des fois, quand il pleut et que le bassin est plein, les poissons sont sur la route. Oui, mais la question de savoir, est-ce que ce riverain ou bien ce citoyen a l'autorisation de faire la pisciculture dans ce bassin? C'est ça, c'est la question que moi je me pose. Qu'est-ce que le ministère de l'Agriculture en sait quelque chose? Quelles sont les conditions, les conditions dans lesquelles il fait son élevage? Voilà, donc si on ne maîtrise pas ces conditions et que, bon, on accepte quand même que, bon, peut-être que c'est l'entrepreneuriat et il élève, si demain il se pose un problème, comment il va se défendre? Voilà. Vous savez, quand vous allez aussi au niveau de la lagune de baie, il y a aussi des gens qui pêchent des poissons. Vous voyez, alors qu'on sait que dans cette lagune, tout est dedans. Hein? On sait que tout est dedans. Donc, quand tout est dedans, je ne vais pas quand même aller au fondeur. Tout est dedans. Et pourtant, ces poissons qui sont élevés, qui sont pêchés dedans, sont vendus quand même à la population. Et les bonnes femmes du marché viennent l'acheter et l'exposer quand même, et envoyer quand même à la population. Tout ça là, personne ne sait ce que, bon, ceux qui l'ont acheté, ceux qui l'ont consommé, personne n'a fait quelque chose. Donc, je pense qu'il faut qu'on commence quand même à être regardant, à être sérieux aussi dans ce genre de choses. C'est vrai, on veut l'entrepreneuriat, mais pas n'importe quel entrepreneuriat pour que les gens quand même puissent en partir. La santé des populations, mais finalement, est-ce que nous sommes protégés là, Jacques Diakouty? Non, vous savez, Eric, il faut reconnaître que ça a été quand même une surprise pour les Togolais que nous sommes, que c'est hier qu'on a découvert ce communiqué et que c'est hier que la plupart des Togolais découvrent que les poissons, personne ne savait. Ça, la main sur la conscience, je ne pense pas que beaucoup de Togolais savaient qu'il y avait quelque chose là-bas comme ça. Mais il faut reconnaître que ce qui s'est passé, moi je crois que c'est de la méchanceté. Hein. Certainement que c'est quelqu'un, peut-être qui savait qu'il y a un compatriote qui faisait une telle activité là-bas et a dû créer des problèmes à ce compatriote. Ça peut être du sabotage? Oui, ça doit être un sabotage, parce qu'on ne peut pas imaginer que les poissons meurent en masse comme ça en même temps. Ça doit être un acte vraiment criminel. Parce que Eric, toi et moi, je ne pense pas que Joseph ou Ambroise soient au courant qu'il y avait un truc là-bas comme ça, qu'il y avait un compatriote qui élevait des poissons là-bas. C'est hier, à la suite de ce communiqué, quand finalement nous tous on a su que quelqu'un élevait des poissons là-bas. Moi je crois que, moi je ne crois pas à une piste où dire que c'est les eaux de ruissellement compte tenu de quelle pluie à Lomé on a eu tellement comme ça, Eric, pour que ces eaux-là, les eaux de ruissellement, ça peut être un type de l'infection. On ne sait jamais. Non, il peut y avoir aussi des infections dans ce milieu. Ça, je crois que ça doit être un acte criminel. Ça, c'est un acte criminel et il faudrait que
le gouvernement puisse aller jusqu'au bout de cette enquête. Mais il y a une question fondamentale, excusez-moi, Jacques, il y a une question fondamentale, c'est-à-dire le tout, ce n'est pas d'avoir découvert des poissons qui flotteraient donc à la surface des eaux de ce bassin-là, mais les milieux, Joseph l'a dit un petit peu tout à l'heure, les milieux dans lesquels ces poissons sont élevés, est-ce que ce sont des milieux qui ont reçu l'agrément, ou bien il y a eu un accord par rapport à ces milieux, s'ils sont sains ou pas, pour pouvoir élever des poissons? Non, à ce que je sache, Eric, ceux qui le font souvent traitent ces eaux-là. Je ne sais pas, quand vous traversez souvent des lagunes, les lagunes là souvent sont quand même traitées. Et je ne pense pas que quelqu'un puisse élever des poissons dans ces retenues d'eau-là comme ça et ne pas traiter ces eaux par rapport à l'élevation que la personne est en train de faire. Donc, je crois que quelque part, je ne pense pas qu'un Togolais, un compatriote puisse se lever de lui-même comme ça pour aller élever des poissons là-bas sans autorisation, Eric. Si la personne n'avait pas d'autorisation, hier avec le communiqué du gouvernement, j'espère que ça devait être mentionné, que celui qui a fait ça posait un acte qui n'a pas eu l'autorisation. Donc je crois que moi je pense que ça doit être un acte criminel. Attendons, comme le gouvernement a ouvert une enquête, il faudrait effectivement que l'enquête détermine ce qui s'est réellement passé par rapport à cette situation-là. Bon, ce n'est pas totalement une enquête, mais on a fait juste des prélèvements des eaux pour pouvoir voir ce qui s'est passé à l'intérieur. Oui, je vous entends rigoler un peu là. Non, je riais parce que quand le président parlait d'autorisation, ça me faisait rire. Parce que moi, je suis proche de la lagune de Baie. Il sait ce qui se passe là-bas. Il sait qu'il y a les Béninois qui sont des grands pêcheurs qui viennent là-bas. Ils pêchent sans autorisation, il n'y a rien. Oui, mais c'est eux qui non, je ne parle pas de pêcher, mais je parle d'autorisation de pouvoir lever. Oui, je ne parle pas d'autorisation de pêcher, mais parlant de cette bassin, oui, est-ce que dans un bassin, le gouvernement a donné l'autorisation à quelqu'un de faire l'élevage? Je ne sais pas si c'est le gouvernement ou bien c'est la commune, je ne sais pas. En tout cas, à mon avis, moi, je ne suis pas au courant. Donc, non, Joseph, toi et moi, on sait que dans ce pays, on ne peut pas se lever pour faire des choses comme ça sans que les autorités municipales ou bien le gouvernement ne soient au courant, Eric. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Certainement que l'autorisation a été donnée quelque part. Mais, président, tu sais que les gens font l'élevage. Tu sais que les gens font l'élevage en plein quartier. Tu sais, non? Est-ce qu'il n'a pas d'autorisation? Avec tout ça. Ambroise, oui. Bon, je voudrais revenir sur deux aspects de la chose. Jacques a touché un point important. Parce que quand j'ai fini mon développement dans ma première prise de parole, quelque chose m'est venu à l'idée que ce doit être un acte criminel. D'abord, le communiqué du ministre de la Santé n'est pas clair. Le communiqué ne nous renseigne pas sur tout ce qui se passe là-bas. Je ne sais pas si le ministère lui-même, en manque d'informations, n'a pas fait des recoupements nécessaires avant de sortir le communiqué, mais je sens qu'il y a un manque criard d'informations que le citoyen devait avoir par rapport à s'il y avait un monsieur qui avait déjà eu l'autorisation d'élever des poissons là-bas, ou s'il y avait s'il y avait une initiative comme ça qui était au courant du ministère. Ça, on n'a pas senti ça dans le communiqué. De deux, ce que Jacques a dit d'important et que moi aussi je soutiens, c'est cet acte-là devait être un acte criminel de certains méchants Togolais que nous avons dans notre pays. On sait que ça existe partout, hein. Mais le Togolais, vous m'en excusez, hein, est devenu quelqu'un qui est devenu très envieux. Excusez-moi les gars, il n'y a aucun élément qui nous oriente sur cette piste-là aujourd'hui. Qu'il faut tenir sérieusement. Parce que il est dit que sûrement que personne n'est au courant qu'il y a un monsieur qui élève le poisson là-bas. Et le monsieur ou la dame qui élève ce poisson là-bas, sûrement a des riverains ou a un ennemi, ou a des ennemis là-bas. Nous on est tous ici, c'est lui vient faire ça là-bas, il a demandé qui même. Il va bientôt devenir riche. C'est-à-dire que c'est la mentalité des aigris de la République. C'est la mentalité de ceux qui ont même choisi d'être pauvres
Nous souffrons du même problème au Togo. Nous souffrons tous de la misère. 90% des Togolais souffrent de la misère, de la pauvreté. Seul Dieu qui nous sauve, nous aide à nous en sortir chaque jour que Dieu fait. Maintenant, il suffit de porter ton habit là, à Ouyeye on dit souvent, un tissu, peut-être que ça fait l'objet d'un cadeau, que toi tu as cousu, tu portes, il suffit de quitter ta maison, c'est le quartier même qui est alerté. Ou bien, il suffit que tu amènes un mouton ou une chèvre le jour de la fête, où tout le monde cherche à faire quelque chose de spécial. Tu as ton mouton là que tu as tué parce que c'est au devanture de ta maison. Je te dis que tu attires des mouches, non seulement des mouches, des ennemis. Et donc, la piste là, le ministère tient dur cette piste là pour faire une enquête. Et que si éventuellement, si c'est cette piste qui est confirmée, que seul monsieur là fasse au moins 50 ans de prison. Pour décourager les envieux, les maudits, D'accord. Parce que très bien. La seconde chose, l'hypothèse la moins plausible, c'est peut-être qu'avec les eaux de pluie qui ont commencé, s'il y a des déversements d'eau qui passent dans un tunnel, qui se déversent là-bas, peut-être qu'il y a des produits que ces eaux de ruissellement-là contiennent qui soient toxiques aux poissons. Ça, c'est la seconde piste, hypothèse qui est moins plausible. Mais celle qui est plausible, c'est la sévérité, c'est la criminalité, c'est la méchanceté de certains Togolais. D'accord, très bien, monsieur. Merci beaucoup. On va passer à un autre sujet, si vous le voulez bien. On va parler politique et la mise en place effective des institutions de la 5e République. Et comme le président Jacques le disait, nous vous saluons tous ces auditeurs qui nous rejoignent à l'instant sur la radio Taxi FM Lomé. Nous vous saluons donc dans la 5e République. Alors, aujourd'hui, Faure Gnassingbé, président du Conseil des ministres, Savi de Tové, Jean-Lucien, président de la République, deux têtes pour un seul et même corps. Qu'est-ce que ça éveille en vous, Jacques Diakouti? Bon, Eric, vous savez, comme on l'avait toujours dit ici au Togo, vous savez, on parlait d'un seul fauteuil présidentiel, mais aujourd'hui nous avons un banc finalement que deux personnes peuvent occuper. C'est-à-dire que quand c'était un seul fauteuil, les gens se bagarraient, disaient non, l'autre ne veut pas céder le fauteuil. Aujourd'hui, Dieu faisant, on a un banc aujourd'hui où deux personnes peuvent quand même s'asseoir, disons même plus de 4 personnes, parce qu'il y a le président du Sénat, il y a le président de l'Assemblée nationale. Donc, parlant du changement de cette constitution et l'installation des institutions, parlant du président, parlant du PCM, je crois que cela crée encore un débat au sein de la population, parce que certains sont d'accord, d'autres ne sont pas également d'accord par rapport aux installations de... Oui, on a fait déjà. Allez-y. Il faudrait qu'aujourd'hui, Togolais que nous sommes, nous devons tout faire pour préserver effectivement les acquis que nous avons eus avant. Les acquis, là, c'est quoi? Que nous puissions avoir effectivement l'amabilité, avoir la présence d'esprit de pouvoir discuter entre nous. Moi, je crois que avec ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, Eric, concernant cette crise entre les installations de ces institutions, il y a également une fenêtre qui peut être ouverte pour que nous puissions effectivement trouver une solution à ces problèmes-là que nous sommes en train de traverser. C'est des êtres humains que nous sommes des Togolais. Rien n'est impossible à ce que les Togolais puissent se retrouver aujourd'hui, discuter pour trouver effectivement l'issue à ces problèmes que nous sommes en train de traverser. Donc, Jacques Diakouti, là où on est arrivé aujourd'hui, quelle discussion est encore possible aujourd'hui, clairement? Non, Eric, vous savez, comme je l'ai dit, il y a la classe politique de l'opposition qui n'est pas d'accord. Il y a la société civile également qui dit qu'ils ne sont pas d'accord. Mais aujourd'hui, ce qui reste, il faudrait aujourd'hui que le parti au pouvoir puisse faire effectivement des concessions. Parce qu'on ne peut pas vivre dans une crise en permanence dans un pays. Et à un moment donné, il faut qu'on se dise, mais qu'on s'arrête et qu'on fasse les choses normalement, qu'on avance.
Donc, je ne pense pas que c'est d'abord impossible. Et tout est possible s'il y a la volonté politique. Tout est possible si les gens que nous avons entre nous, c'est-à-dire les acteurs politiques et la société civile, le parti au pouvoir, je crois que si on veut, on peut, Eric. On peut quand même s'asseoir et échanger. Alors, ce à quoi on vient d'assister, Ambroise Kondio, Faure Gnassingbé, président du Conseil des ministres, Jean-Lucien Savdetové, président de la République, même si c'est honorifique, est-ce juste un vernissage démocratique sans changement réel de la nature même du régime? D'abord, on peut prendre la question là sur trois volets. D'abord, la Ve République elle-même avec le changement radical notamment de la Constitution sans consultation du peuple togolais, qui continue par créer des vagues et des contestations dans le pays et dans la diaspora. Ensuite, la question des prérogatives du président du Conseil des ministres qui devient le chef de l'exécutif et qui consacre dans sa main désormais tous les pouvoirs de la République. Et ensuite, le président de la République qui est désigné par le Parlement, le Congrès, pour des prérogatives au sens honorifique. D'abord, sur le premier volet, qui est la Ve République. Et tout le monde sait très bien que jusqu'au jour, à l'heure où je vous parle, cette constitution ou cette Ve République est contestée depuis 1 an, que cette initiative a été prise par un groupe de députés opportunistes et qui ne cherchent que leurs propres intérêts, qui voudraient juste rester d'affaires et de la minorité pour continuer par manger. Et donc, ça n'a pas été un consentement, un contrat social entre le peuple et les initiateurs de ce projet, qui n'ont que pour seul objectif de maintenir le régime en place, surtout de sauver le fauteuil de Faure Gnassingbé, qui craignait d'avoir une limitation de mandat par les textes de la CEDEAO, après avoir déjà fait 4, contrairement aux autres pays de la sous-région. Ensuite, le poste même du président du Conseil de la République, ce poste dont on parle se réfère au régime parlementaire, dont on nous sert et on nous rabat les oreilles depuis déjà pratiquement 1 an, qui n'a rien à voir avec le régime parlementaire qu'on connaît en Italie, en Allemagne, en Israël, en Espagne, et que sais-je encore. Eux-mêmes, ils ont parlé de l'Inde, au point que certains se sont même déplacés pour aller jusqu'en Inde. Et maintenant, ils ont eu à modifier plusieurs fois cette constitution au fur et à mesure que le débat des journalistes et des leaders d'opinion continuait sur les médias. Et on se retrouve avec une version qu'on risque encore de modifier, de tripatouiller. Parce que il y a encore des quiproquos. Parce que c'est ce que je dis, il y a encore des quiproquos autour de la première personnalité de l'État. Là, le débat est en train d'être tranché autour et au profit du président du Conseil. On a la photo de qui? Du président de la République ou du président du Conseil sera affichée dans les bureaux. Et ensuite, un qui est un peu banal, très banal, mais qui aussi a une signification. Quelqu'un qui m'appelle, qui me dit qu'il n'a pas vu le PR sur la voiture du président. Ça, je lui ai dit que ça viendra. Au niveau du protocole, ça viendra. Et maintenant, le président là, qui concentre tous les pouvoirs dans sa main. Mais nous ne sommes plus dans un régime parlementaire. Parce que le régime parlementaire, par essence, est un régime qui confère le pouvoir au peuple. C'est le peuple qui détient en réalité le pouvoir dans le régime parlementaire et qui le transfère à ses représentants qui sont à l'Assemblée et au Congrès et au Sénat. Et ce Sénat-là est justement venu pour consacrer le pouvoir à vie de Faure Gnassingbé dans un méli-mélo de régime parlementaire. Aujourd'hui, tout le monde est conscient que c'est le régime canadien ne répond pas à notre régime parce que c'est un régime spécial, un régime dans lequel le président prête serment devant la Cour constitutionnelle et devant l'armée. Ce que moi, je n'ai jamais vu ailleurs dans aucun pays qui pratique le régime parlementaire dans ce monde. Quand vous prêtez serment devant la Cour constitutionnelle, ça c'est légaliste, c'est constitutionnaliste. Mais quand vous le faites devant l'armée, les corps d'armée, là, oui, vous pouvez que vous êtes... Excusez-moi,
Ambroise, dans la constitution de la 5e République, c'est dit qu'il est aussi le chef des armées. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas aussi le chef des armées, mais ils ne le font pas de façon officielle. Chez nous, on dit au Boussou. C'est comme si tu es allé faire une pratique. Une alliance. Voilà, occulte, pour que ces gens-là qui sont devant toi ne puissent jamais attenter à ta vie. Comme ça se fait ailleurs, on parle des coups d'État. Et donc, c'est le cinéma, c'est le cirque qui continuera, ou qui continue. Au demeurant, il y a un président de la République qui est désigné. C'est un fait. En la forme, c'est le même rejet qui est fait au président du Conseil et à la Constitution de la fameuse 5e République et au régime parlementaire qui est aussi fait au président de la République actuelle parce que dépouillé de toute sa substance. Et ensuite, le débat là, qui devient un débat personnalisé autour d'un monsieur que certains connaissaient opposants et qui demeure toujours aux yeux de certains, toujours opposant, mais qui, aux yeux de certains aussi, devient un opposant coopératif ou un opposant, comment dirais-je, un opposant constructif, comme certains termes le disent. Quant à ce qui est de notre approche personnelle, en tant que fils du milieu dans lequel vient ce monsieur, le président actuel, M. Samuel Tombé, la joie de la communauté de Michel Tombé. Oui, si vous voulez, Ambroise, si vous voulez, moi revenir sur le cas de Jean-Lucien Sanvi tout à l'heure, mais je vais donner la parole à Joseph Gada sur la question également de ces deux têtes sur un même corps ou le fauteuil qui est devenu un banc. Eric, hier, quand j'étais de retour du boulot, et j'ai été accueilli par ma petite fille qui est en classe de C1 qui me disait: ah papa, ce matin on a dit que le maître leur avait dit que c'est partout finalement, hein. Tous nos enfants nous ont accueillis avec ça. Ah oui. Ah oui. Je leur avais dit que Fogna Sigbe n'est plus président de la République, que c'est M. Sanvi de Tové. Et j'ai dit oui, mais c'est vrai que depuis samedi, nous avons un nouveau président de la République. Voilà. Et selon une nouvelle constitution. Donc, je pense que l'information est déjà allée au niveau de nos enfants. Et ça ne vaut pas la peine aujourd'hui que nous puissions encore les tromper pour dire non, que Fogna Sigbe n'est pas, qu'il n'y a pas de président, que la constitution n'est pas respectée, tout ça. Moi, je pense que aujourd'hui, c'est le 6 mai. Et ça fait 1 an, jour pour jour, que cette constitution a été promulguée. Et Eric, moi, franchement, ce qui s'est passé le samedi passé ne m'est rien d'étonnant. Ce qui m'a seulement étonné, ou bien la surprise, c'est juste le nom du nouveau président, qui est Lucien de Tové. Sinon, depuis le 6 mai dernier, avec l'installation des institutions de la place, je parle de l'institution, plutôt des institutions de la Nouvelle République, oui. Jusqu'au gouvernement de transition, passant par les élections sénatoriales, jusqu'au, la présentation de serment du président du Conseil. Je pense que tout cela, nous sommes tous au courant. A dit que la Constitution a prévu tout ça, tout ce qui s'est passé le samedi passé. Ça dit que la Constitution a tout prévu. Aucun Togolais ne me dira que non, qu'il n'est pas au courant de tout ce qui s'est passé la fois passée. Soit suppose que la Constitution est déjà là, et tout ce que le gouvernement a fait, ou bien tout ce que le parti au pouvoir fait, ça a été établi clairement, et personne ne s'est opposé. Et si aujourd'hui même on parle d'opposition, que bon, les gens, c'est vrai que depuis un certain moment, le gouvernement a laissé faire, que les gens protestent, jusqu'à présent, ce pourquoi les gens protestent, c'est peut-être le processus. Mais la Constitution elle-même, je pense que jusqu'à présent, personne n'en parle.
Alors, moi, je dis... Non, vous savez quand on a une affaire au tribunal, les avocats ou nos avocats, par exemple, d'abord s'attaquent donc à la forme avant d'aller au fond. Et donc, et souvent, quand sur la forme, ce n'est pas vidé, eh bien, personne n'ose, en tout cas, celui qui est accusé ne veut pas autoriser qu'on aille dans le fond. C'est un peu ça aussi aujourd'hui. Selon moi, ce qui se passe, c'est comme si c'est... Je prends une église, on dit, en tant que jeune fille, lorsque tu n'es pas marié, tu ne vas pas avoir des enfants. Tu ne feras pas d'enfants. Malheureusement, il y a une jeune fille qui fait d'enfants sans avoir fait le mariage. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On avorte ou bien, je ne sais pas, on les traduit devant la justice. Mais on accepte la grossesse. Et après, bon, l'enfant va naître. Et il faut protéger l'enfant pour que l'enfant grandisse et que demain, l'enfant devienne quelque chose. Je pense que nous sommes dans cette... Alors, si on vous écoute très bien, le vin est tiré, il faut le boire. Le vin a été déjà bu depuis. Ce n'est pas aujourd'hui. Depuis le 6 mai 2024, le vin a été déjà bu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de réfléchir et voir qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que d'ici les 6 années à venir, l'opposition puisse renverser la situation. Moi, je pense que c'est ça. Et déjà, ça a commencé à partir du 3 mai passé. Le jour de la prestation de Faure Gnassingbé en tant que président du Conseil, déjà, son mandat a commencé. Et c'est de là où ceux qui commencent déjà à protester, je veux commencer par réfléchir pour voir quelles sont les dispositions à mettre en œuvre pour que d'ici 6 ans, on ne se retrouve plus dans cette même situation ou bien qu'il puisse prendre le devant. Donc, je pense que si on commence à pas réfléchir et dire non, que non, ce sont des faux députés qui ont eu à voter ça, nuitamment, tout ça là. C'est après 1 an. Nous sommes ici, les 365 jours sont déjà passés. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On continue toujours pas réfléchir là-dessus jusqu'à ce que les 365 jours fois 6 ne passent. Donc, je pense qu'il va maintenant, il va falloir qu'on puisse... Moi, j'ai même dit, c'est l'occasion même pour l'opposition, même d'aller maintenant aux États généraux de... Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Parce que si la situation demeure telle, soyez sûr que les 20 ans de Faure Gnassingbé a dit, je sais pas, ça fait 6 mandats fois 4, on aura encore les 20 ans. Les 20 ans vont passer encore tout comme de l'éclair. Si on continue pas à tergiverser, si on continue pas à faire comme si, bon, ce sont des petits-enfants, on se retrouve quelque part dimanche, et après, bon, on se sépare, on se repart. Si on continue comme ça, on verra les 6 années passer comme si de rien n'était. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que ceux qui veulent protester, ceux qui protestent, bon, demain puissent changer les données? Donc, parce que c'est ça, sinon, moi, je pense que le vin est déjà attiré depuis le 6 mai 2024. Et qu'il faut le boire. On l'a déjà vu. Très bien. Alors, je voulais avoir l'avis de Jacques Diakouty sur le sujet par rapport donc à la classe opposante, hein, ceux qui, parce que on a encore vu, je crois, FDR, ANC le dimanche dernier, au lendemain donc de la prestation de serment des 2 personnalités du Togo. Non, au coup d'État constitutionnel, martèle-t-il, et il semble qu'ils sont en train d'organiser la résistance, ce qu'ils appellent la résistance nationale, et appellent donc le peuple à se lever. Vous savez, Eric, la politique, c'est un rapport de force. Hein? C'est ça la politique. La politique, c'est un rapport de force. C'est celui qui est plus fort en politique qui draine les autres. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, ce que nous sommes en train de voir sur le terrain, c'est vrai que l'opposition est en train de faire des meetings et autres, mais vous voyez qu'au sein même de cette classe politique, il y a également certains qui ne sont pas d'accord avec les autres. Donc aujourd'hui, le plus important, comme je le disais tout à l'heure, Eric, vous savez, il y a encore des brèches, il y a encore une porte de discussion qu'il ne faut pas totalement négliger. Parce que ce que le président qu'on a nommé actuellement, ou le président est élu, c'est M. Sanvi de Tobé. M. Sanvi de Tobé, nous l'avons connu dans les années 90, 92 et autres. Elle a dit que c'est quelqu'un qui a fait également l'opposition. Et aujourd'hui, si M. Sanvi de Tobé pourrait être une passerelle pour aider effectivement cette classe politique de l'opposition-là à avancer dans les discussions, je crois que c'est une bonne chose. Comme je l'ai dit, souvent les militaires disent que c'est sur le terrain qu'on détermine souvent quoi? L'action. Aujourd'hui, c'est sur le terrain. Comment faire pour mobiliser aujourd'hui les Togolais
C'est ça qu'il faut voir. Est-ce que vous savez que dans notre constitution, celle-là de la 5e République, c'est bien écrit que tous les actes du président de la République sont contresignés par le président du Conseil? Et donc, que Sabi Kovi ne pourra pas faire grand-chose sans l'avis du président Faure Gnassingbé. Non, Eric, ce que je voulais dire, c'est-à-dire que quand vous prenez par exemple l'âge de monsieur le président, oui, le président. C'est pas quand même un enfant, c'est une personne quand même âgée qui peut quand même parler et à l'opposition et également au parti au pouvoir. Ce que nous constatons dans notre pays, c'est que nous avons trop de clichés. Les clichés qui nous lient, les clichés passés, les clichés présents, ce qui fait que finalement on ne s'entend pas, Eric. Mais comme je l'ai dit, à un moment donné, il faut quand même qu'on puisse laisser ces clichés-là de côté et se dire qu'il faut qu'on avance, Eric. Avancer, aller discuter par exemple avec le parti au pouvoir, ne dit pas que vous allez pour vous compromettre. C'est pas ça. Mais il faudrait qu'aujourd'hui qu'on discute et qu'on se dise en qu'est-ce qu'il faut faire. L'organisation au niveau de l'opposition, qu'est-ce qui se fait? Comment mobiliser aujourd'hui le peuple qui est découragé? Comment mobiliser cette société civile-là pour avoir effectivement gain de cause? Donc c'est à ces plans-là qu'il faut quand même négocier. Il ne faut pas seulement dire qu'on fait une marche, on proteste, on se sépare et puis c'est fini. Il faut poser vraiment des actes où aujourd'hui on puisse se dire, bon voilà, ce que nous sommes en train de faire, voilà ce que ça peut donner. Parce que ce que nous constatons aujourd'hui, Eric, certains ont contesté cette constitution. Ils disent qu'ils ne vont même pas siéger à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, certains disent qu'ils contestent cette constitution, mais ils veulent aller aux élections locales. Vous voyez les contradictions. Et aujourd'hui, le peuple ne se retrouve plus, Eric. Donc, il faudrait que d'abord, au sein de la classe politique de l'opposition, qu'ils puissent parler effectivement d'une voix. Soit nous sommes d'accord, on va ensemble, soit nous ne sommes pas d'accord. Et finalement, bon, qu'est-ce qu'il faut faire, Eric? Il faudrait aujourd'hui que les responsabilités soient partagées par rapport à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre pays. Ambroise Pondio, le vin est tiré, il faut le boire. Bon, Joe dit qu'on l'a déjà bu, et c'est pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut, dans les conditions actuelles, là, organiser une résistance face à ce qui s'est passé là déjà? Moi, je voudrais tout simplement dire qu'aucun vin n'est tiré pour qu'on puisse le boire. La résistance, pour moi-même, est faible pour moi. C'est pourquoi j'accuse le peuple togolais. Il ne suffit pas d'être à la maison ou d'être dans son bureau, derrière un portable et écrire pour contester comme ça. Le peuple, sa résistance, c'est se lever pour dire non à un régime qui est là 60 ans et qui joue au cirque et au cinéma. C'est-à-dire, moi, mon problème, c'est ça, quoi. Rien, quel vin tirer? Mais un vin qui est pourri ne peut jamais être bu. C'est-à-dire, même qu'on passe à une situation où nos enfants risquent de périr. Nous, on est déjà péris. Nous, on est déjà pratiquement dans la tombe. Et c'est les mêmes personnes qui sont là, 500 personnes qui détiennent les manettes du pouvoir, tout l'argent du pays. Et vous dites que le vin est tiré? Non, qui peut voir? Le peuple qui est derrière, ceux qui sont derrière les portables là, moi je les invite ce matin. Nous sommes trop hypocrites dans ce pays. Si vous voulez que ce régime entende raison, vous devez, tout le monde doit sortir au moins de sa maison, être devant dans la rue, pour qu'on sache que vous n'êtes pas content de ce qui se passe, et que ce pouvoir-là puisse accepter un dialogue pour qu'on change de paradigme, pour qu'il y ait une alternance. Parce que c'est une question de survie. Les gens ont faim. Eric, écoute-moi bien. Les gens demandent tous les jours, maintenant 1000 francs, maintenant 2000 là. C'est ça qui se passe dans notre pays. Et vous pensez que ce vin-là, ça va aller à cette femme-là qui demande 2000 francs? Non. Et donc, moi, je voudrais dire ceci. Et ce qui est clair aujourd'hui, c'est que avec le président de la République dont on parle, qui est dans un titre honorifique de toute sa substance, il y a eu des polémiques aussi autour de la joie que ma communauté de Michintové a exprimée. Je ne vois aucun parmi vous ici qui va entendre dire après Olympio, après Grinsky, et qu'il y a des maisons qui sont devenus présidents, et que les gens ne cherchent même pas à savoir qui a nommé, dans quoi on l'a nommé, quelle 6e ou 20e République l'a nommé, qui devient président de la République, et que ce village-là, quel que soit le président, qu'il soit ennemi ou pas, que les gens soient à terre. Parce qu'il y a une injustice à Michintové là-bas. Il y a une injustice chez moi là-bas. Michintové qui est un grand canton depuis 1936, qui est une cité historique.
soit piétiné, complètement fait rentrer dans le téléphone. C'est ça qui amène les gens à crier leur joie. L'injustice qui est là, les gens ont compris que cette injustice va finir. C'est ce que les gens de l'Union ont exprimé. En demeurant, le reste, c'est un fait. Et on s'en tient à ça. Ambroise, mais la lutte continue. Je voulais vous donner plus de temps pour que vous développiez cet aspect, mais on va marquer une courte pause, puisqu'il est 12h04. On marque une pause, on revient juste après. Ça ne va pas durer. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Tout de suite, la pub. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas, hein. Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, mon bouffento là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas, hein. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, hein, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment me nier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM, car de tout cœur nous tenons à vous informer. Taxi FM. Merci de nous rejoindre sur la radio Taxi FM Lomé. Nous sommes dans l'émission La Gare routière de l'information avec mes confrères Ambroise, bonjour, Joseph Gada et Jacques Diakouti. On était en train de parler des actions de la classe opposante aujourd'hui après qu'on soit passé véritablement dans la 5e République avec la mise en place effective des institutions de la République. Revenons sur le cas du président honorifique, du président de la République, Jean-Lucien Savy-Ntovi. Ambroise a commencé par lancer les premières salves, mais je voulais d'abord donner la parole à Joseph sur cette nomination, cette élection, on va le dire comme ça, puisque après ça a été quand même été le choix du parti UNIR comme proposition et ça a été voté à 150 sur 150 députés et sénateurs présents au Parlement la dernière fois. Quel est votre avis sur le sujet? Ça a été une surprise, hein, vous l'avez dit tout à l'heure à peu près. Oui, moi, je l'avais dit que la seule surprise dans tout ce processus, c'est l'élection du Savy-Ntovi. Mais comment le choix je ne saurais le dire parce que seul Pogna Sigbe détient le secret. Je ne saurais le dire. Mais je pense que c'est juste un coup de tête, si vous me le permettez, à l'opposition. Quoi qu'on dise, les gens peuvent dire non, que Savy-Ntovi il n'est plus dans l'opposition. Bon, il sait pas. Jusqu'à présent, il sait qu'il est toujours dans l'opposition. Donc, c'est un opposant, quoi qu'on dise. Alors, la question de savoir, est-ce que moi je suis en train de craindre dans les jours à venir que ce poste de président ne soit maintenant négocié par l'opposition maintenant. À moins que demain, les données changent. Mais telle que la situation, moi je dis, soyons réalistes et analystes, telle que la situation est, avec tout ce que le parti uni a en main, si la situation demeure telle, je pense que dans les prochains mandats,
que l'opposition ne négocie maintenant que au moins le poste de président, le poste de président de la République, quand même lui revient quand même de droit. Je suis en train de réfléchir là-dessus. Ah bon? Et on sait ce qui pourrait se passer à l'avenir. Donc, je dis, c'est soit le parti au pouvoir sait ce qu'il a fait en mettant un opposant, quelle qu'en soit sa position, qu'il soit accompagnateur ou bien qu'il n'accompagne pas, ou bien, en tout cas, un homme politique de l'opposition là-bas. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un gars de la société civile qui a été placé là-bas et que c'est juste un acteur politique? Donc, je pense que ça n'est pas fait à dessein. Maintenant, je reviens à mon cher Ambroise qui dit que la population puisse sortir et exprimer son ras-le-bol. Je disais que c'est trop tard. C'est là, peut-être que ça devait se passer, peut-être que la nuit, ou bien la veille, ou bien c'est pas le jour suivant où la position a été déjà votée. Mais aujourd'hui, que cette institution, ou bien la constitution a été mise en place, les institutions ont été mises en place, les gens ont prêté serment, si on demande à la population de sortir, je pense que ce serait peine perdue. C'est comme si vous êtes, c'est deux équipes qui jouent, et vous avez une défense solide que vous n'arrivez pas à traverser pour marquer de but. Et après, vous demandez aux supporters de descendre sur le terrain pour renverser la situation. C'est un truc comme ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de réfléchir. C'est de réfléchir, voir quelle stratégie adopter pour pouvoir continuer la défense et marquer. Je pense que nous sommes aujourd'hui dans cet état d'espèce et il faut qu'on réfléchisse là-dessus, franchement. Jacques Dakouti, clairement, est-ce qu'on pourra dire avec sincérité encore aujourd'hui que Savi de Tové est de l'opposition? Parce que c'est aussi un sujet qui est discuté largement dans l'opinion. Non, vous savez, Eric, Monsieur Savi de Tové n'est plus opposant, ça il faut le reconnaître. C'est vrai que il faisait partie des membres fondateurs de l'UTD de Edem Kodjo après CPP et tout. On a vu qu'il avait raccroché depuis. On ne le voyait plus, on ne le sentait plus sur la place publique sur des questions d'intérêt national et politique. Et d'un seul coup, comme on l'a dit, Eric, nous tous nous étions surpris. Même le jour de l'élection, on était dans la salle, on a vu que même il y a certains membres de UNIR qui étaient étonnés, qui étaient surpris que ce soit M. Savi de Tové qui soit élu président. Ça, il faut le reconnaître. Tout le monde était... Quand on voit les images, on pourra voir le président de l'Assemblée nationale, la DG, lorsqu'il a donné, ou après qu'il ait donné le nom de Savi de Tové, le ton de sa voix, le timbre de sa voix, et puis le visage, tout a changé jusqu'à la fin. Ah oui, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment... de l'étonnement. Ah oui, ils étaient étonnés. Tout le monde est étonné. Mais vous savez, Eric, là où moi je trouve un peu à dire par rapport à... Je ne suis pas contre M. Savi de Tové que je connais très bien, mais le hic c'est que il ne fallait pas qu'on entoure de mythes l'élection de M. Savi de Tové. C'est-à-dire que Eric, c'est notre président, c'est le président de la République. Et pour qu'on puisse élire le président de la République, on devait présenter quand même le président de la République aux populations. C'est vrai que il a été dit dans la Constitution actuelle que c'est le parti majoritaire également qui propose. C'est vrai que vous voyez que même les partis majoritaires, les députés, les sénateurs qui étaient là-bas également, n'étaient pas au courant que ce soit M. Savi de Tové qui soit élu président. Mais il fallait quand même qu'on présente quand même notre président. Parce que, Eric, aujourd'hui, vous allez voir la plupart des Togolais, que ce soit de ceux qui sont à Lomé, à l'intérieur du pays, ceux de la diaspora, se posent des questions. C'est qui votre président? C'est qui M. Savi de Tové? Alors que si c'était quelque chose qui avait été annoncé d'avance, comme ce que M. Bawara a fait avec M. Faure Gnassingbé quand il disait que M. Faure Gnassingbé sera élu comme président du PCF. Donc si on avait donné également le nom de M. Savi de Tové dans le temps, aujourd'hui, Eric, je t'ai dit qu'aucun Togolais ne se posait également des questions pour dire mais qui est M. Savi de Tové, qui est ci et ça. Je ne sais pas comment quelqu'un qui doit être notre président, qu'on entoure d'un mythe du nom de notre président. Et l'autre aspect, c'est vrai que quand vous prenez son élection, c'est vrai qu'il n'a pas présenté un programme comme ça, mais dans la nouvelle constitution, on sent également que le président de la République n'est pas là également pour gérer une action gouvernementale, parce que l'action gouvernementale est gérée déjà par le PCM, mais on sent que finalement,
le président du PSM, quand vous lisez la nouvelle constitution, ses prérogatives sont un peu limitées par rapport à sa fonction. Donc, je crois que moi, c'est un peu ce qui m'a un peu... Vous parlez du président du PCM dont les prérogatives sont limitées? Non, du président de la République. Vous voyez que c'est prérogatives... Oui, bien sûr. On a tous lu la Constitution. Et comme certains le disent, il va inaugurer des chrysanthèmes, puisque en réalité, il va recevoir les ambassadeurs. Il va, si, bon, monsieur le président des conseils peut le rencontrer 1 ou 2 fois par an. C'est limité là. C'est ça. Donc, je crois que c'est pourquoi je dis, Eric, avec tout ça, on n'avait pas besoin d'entourer d'un mythe l'élection de M. Sambi de Tové. On pouvait donner ce nom-là depuis. Et puis, bon, les Togolais devaient savoir quand même. C'est pas le même jour qu'on va et d'un seul coup on dit voilà votre président. Comme les catholiques le disent quand la fumée blanche on veut annoncer par exemple l'élection du pape. Non. Et puis la fois passée, c'était pas une fumée blanche. Je vais donner la parole à Ambroise Ponjo, parce que il se trouve que le président de la République vient de son canton, de son village même. Et il a quoi? Oui. Là, il sera de la communication. Ah ouais? Quelqu'un m'appelle même que je viens de la famille présidentielle. Moi, je ne refuse rien. Mais je constate qu'il y a un fait. Monsieur Sambi de Tové, peut-être pour certains qui l'ignorent, est un intellectuel de haut niveau qui a son doctorat, qui a été... Vous avez commencé le boulot là, déjà. Allez-y. Il a son doctorat, qui est ministre secrétaire général du ministère des Affaires étrangères depuis les années 60, 67, comme ça, qui a fait ses preuves au sein de l'opposition, qu'elle soit constructive ou pas. Ça, c'est un fait. Et qu'on nomme M. Sambi Tové, président de la République, aujourd'hui qu'on le désigne, c'est aussi un fait. Mais ce qui crée la joie, j'avais commencé par le dire, ce qui crée la joie au niveau de Michel Tové, c'est que sur les 350 combien de cantons au Togo, que demain on dira qu'il y a un président qui soit désigné par un chien ou par un chat, ou qui soit désigné de quelle manière ou pas, que Michel Tové aussi comptait un président de la République un jour, un chef d'État. Ça, c'est un premier aspect. D'accord. Et ça ne pourra que créer de la joie. Ça, c'est le deuxième aspect. Ça fait 8 années, 8 ans ou 9 ans que Michel Tové a commencé à vivre une injustice. Jacques est au courant, Eric est au courant, Joseph, tout ça là, vous êtes au courant. Et ce qui a créé la joie là, avec même des chansons, quand vous écoutez, ce qui frise le Léguédé ou le Lélo, c'est tout simplement que, en commençant d'abord par le chef-lieu de la commune sur 2. Parce que, pour pas qu'il y ait polémique, il faut que les choses soient claires pour tout le monde. La commune zone 2, le canton le plus grand de la commune zone 2, c'est Michel Tové. Et Michel Tové est derrière le canton, le troisième canton le plus grand de 16 cantons de la préfecture de Zion. Le Michel Tové compte des habitants jusqu'à 60 000 habitants, presque. Et les autres villages assommés sont à 6 000, 7 000, Covier à 11 000, 12 000, et Vlier à 8 000, quelque chose comme ça. Michel Tové est à 60 000. Comment vous pouvez comprendre qu'on dénige Michel Tové du chef-lieu du canton de Zion et qu'on remette à quelqu'un d'autre? Parce qu'il y a un patron qui est là-bas. Ça, c'est une première question. De deux, la mairie, quand ça s'est passé, les jeunes se sont soulevés et ont crié. Et ceux qui sont les pontes de l'autre zone ont dit que vous allez voir, on va avoir le maire. Et on était restés sereins, on a calmé notre colère. Et par après, patatras, le maire a aussi donné aux mêmes personnes qui ont eu la commune, le chef-lieu. Si vous êtes à la place d'un natif de Michel, comment vous allez réagir? Ça ne suffit pas. Il y a d'autres projets qui sont détournés vers là. Et Ferdinand l'avait si bien dit. Quand vous allez à Pesito, c'est un grand village de Michel Tové. Par là est un grand village de Michel Tové. Mais vous n'imaginez pas, les gens vont écrire là-bas, Covier. Si vous êtes natif de Michel Tové, vous serez content. Le riz de Michel Tové, que nous fêtons aujourd'hui comme fête traditionnelle. Ce riz-là, aujourd'hui, est certifié riz de Covier. Ça fait une sommation, une somme d'injustice. Et là, je le dis et je le répète,
que si les gens de avec la nomination de Jean-Lucien Saint-Victoré, au moins les choses vont changer. On a quelqu'un qui peut égaler quelqu'un d'autre dans la zone. Ça, il faut que les gens comprennent ça. Ce n'est pas une question qu'on a le président de la République de nous. Non, ce n'est pas parce qu'on a le président de la République de nous. Parce que l'injustice est montée d'un cran. Et apparemment, Paul Nassingé est au courant, ces renseignements l'ont bien renseigné. Parce que moi, je savais, quand on avait nommé le préfet, on a changé le préfet, je disais au mien qu'il y a quelque chose qui arrive. Parce que ceux qui sont des patrons là-bas n'étaient pas au courant qu'on devait nommer un préfet. Et voilà là où nous en sommes. C'est ce qui crée la joie aux populations de Michigan. Ok, on a compris. Alors, qui veut prendre la parole? Je voulais placer un mot. Bon, je suis d'accord avec Ambroise, mais il faut qu'on fasse un peu attention lorsque... On parle du Togo, parce qu'on parle du Togo. Voilà, on personnalise par exemple les gens par rapport aux nominations des localités. Donc, ce qui veut dire que moi qui suis par exemple à Diarpanga, si demain on ne nomme pas quelqu'un de Diarpanga, donc je ne vais pas me reconnaître au président. Non, je vais clarifier ça. Quand tu dis par exemple que bon, il y a eu des problèmes et autres, et que peut-être que c'est ce qui a été corrigé, nous savons que l'actuel président de l'Assemblée nationale vient de votre localité. Il vient de votre localité. Aujourd'hui, le nouveau président qui a été élu ou nommé, il vient également de votre localité. Tout ça, là, vous voyez que avec ces deux personnalités dans une même localité, ça peut également créer également des tensions au niveau politique. Donc ça, il faut le reconnaître également. Allez demander à Fon-Nassingé. Allez demander à Fon-Nassingé pourquoi il a nommé. Non, c'est pourquoi je voulais qu'au moins qu'on sorte l'aspect là pour dire que non, que c'est parce que bon, il y a eu ci, il y a eu ça, c'est pourquoi l'injustice a été corrigée. Il y a les injustices partout. On comprend également les injustices, par exemple, de la faune et autres que tu connais très bien du Nord. Quelqu'un pouvait dire, bon, l'actuel président devait venir, par exemple, de Mango, devait venir, par exemple, de Kanté. Et bon, là, ça règle, par exemple, des problèmes qu'on a eus. Mais ça, là, je crois que, par exemple, dans l'aspect où quelqu'un a été élu, il a été élu comme président, il doit gérer, par exemple, quelqu'un qui est de Dapon, quelqu'un qui est de Kanté, quelqu'un qui est de Diarpanga. Et ça s'arrête là. Et ne sont pas de personnalité, par exemple, des problèmes. Oui, Ambroise, on vous a suffisamment écouté. Je voulais clarifier juste ici en disant que le débat n'est pas ici autour du président de la République, en fait. Tout simplement parce que le monsieur vient de Michigan et qui peut créer un catalysme, c'est-à-dire que, comment on dit ça, être un catalyseur et même créer peut-être une sorte d'unité et de plus de convivialité dans le milieu. Tant qu'il devait être désigné pour être président de tout le Togo, je l'ai dit hier dans une émission, parce que je l'ai même dit qu'il y a d'autres injustices ailleurs. J'ai cité Kéran, Sotoubois, Paratao, et j'ai cité plein d'injustices. Et j'ai même dit que si Fon-Nassingé peut aller au-delà, et peut aller plus que ce qu'il a fait, parce que ces renseignements l'ont informé, c'est ça. Ça ne serait pas de Michigan, vous ne direz même pas ça. Tout simplement parce que quand on vous désigne premier responsable de la République en tant que fils d'une localité, créer un pont de conciliation et de vivre ensemble entre vous. Vous n'allez pas rester là en créant plutôt la zizanie pour cogner les natifs d'un même milieu. C'est ça le problème qui se pose. Et nous, on ne va pas aller en Chine pour le dire. Nous le dirons à qui veut l'entendre, même devant le président, on va le dire. Et je répète que c'est ça qui fait la joie là-bas. En demeurant, on peut comprendre que si Samuel Tove, en tant que sage, à cet âge-là, il ne va pas rentrer peut-être dans notre jeu. Il va peut-être créer un pont de réconciliation. Et que d'autres aussi baissent leur garde pour qu'on sache qu'il y a maintenant une autorité aussi plus importante dans la zone, c'est clair. Maintenant, Samuel Tove a le devoir de faire la même chose à Tarakanga, a le devoir de faire la même chose à Totobois, à Kara, à Lama. Et là, on verra qu'il est président de tout le Togo. Mais ce qui est de l'actualité que nous on parle,
c'est de ce qui vient de chez nous, là-bas. Parce que les gens crient sur les médias qu'il y a la joie à Michel Tové. Est-ce que nous essayons de défendre? Ambroise, voilà, on a compris le fond de votre pensée. Joseph, et puis on passe à un autre sujet rapidement. Parce que vous savez, non, je pense que si Ambroise même doit être conséquent, et pour ne pas parler de l'hypocrisie, normalement, lui, il devait même se réjouir de cette 5e République. Puisque déjà, la 5e République a fait... Tu vas dans notre débat. Tu vas dans un autre débat, ça. Moi, je suis pas dans ce débat. Il a fait quelque chose de bien pour lui. Sur les 5e République ou pas, on est toujours dans le Togo de la 4e République, de la Constitution de 92. C'est le même qui continue. Ambroise, au moins, si 355 cantons, mais Michel Tové a eu quand même ce privilège d'avoir le premier président de la 5e République et du régime parlementaire. Bravo, tu veux me créer des problèmes. Parce que quand même pour ça. Tu penses que moi je vais aller dans le sens. C'est un fait. J'ai dit que c'est un fait. C'est un fait, oui, mais c'est un fait. On assume. Mais on le combat. On ne continue pas à combattre cette 5e République. S'il veut aujourd'hui de mettre ça de Tové en tant que président, il a déjà le titre pour une journée. Bon, mais le fait que les Togolais vont contester le régime parlementaire. Je pense que merci beaucoup. Je pense que Ambroise ne peut pas me dire aujourd'hui qu'avec cette 5e République, on le nomme par exemple demain directeur de la communication de la présidence. Il ne va pas refuser. Ambroise tu veux tirer le grand de monnaie. Jacques veut tirer le nerf de monnaie, il ne l'aura pas. Ambroise ne peut pas pour évoluer rapidement, s'il vous plaît. Nous savons que le samedi dernier, pendant que à Lomé, on a assisté à tout ça, au Gabon aussi, c'était pareil avec l'investiture de Oligui. Mais depuis hier, il a son gouvernement déjà. Au Togo, il nous semble qu'on va encore attendre quelques jours pour avoir le gouvernement de Faure Gnassingbé. Mais finalement, qui est-ce qui nomme les ministres dans la 5e République? Puisque le test n'est pas totalement clair là. Le test est clair. Oui, le test est clair. Je pense que c'est le président du Conseil qui nomme le gouvernement. Et le gouvernement, selon ce que je viens de lire ce matin quelque part, que ce gouvernement est composé du président du Conseil et des ministres d'État, des ministres et des ministres délégués. Voilà la composition du futur gouvernement. Et moi, je crois que nous avons tous, à moins si le parti au pouvoir vous dit que avec cette 5e République, les choses doivent changer. Je pense que ce que le Togolais ou bien les Togolais attendent, c'est qu'on puisse avoir peut-être de nouveaux visages et que ce ne soit pas les mêmes personnes. Parce que déjà par le passé, les gens ont fait pratiquement 15 ans, 17 ans avec Faure Gnassingbé. Je pense qu'aujourd'hui, il faut changer beaucoup de choses. Et je pense que le chef de l'État même est conscient de la situation. Aujourd'hui, il faut aller... il vous a dit ça. Non, mais attention, si on n'a pas maintenu le régime semi-présidentiel, on est passé au régime parlementaire, c'est pour que les choses puissent quand même évoluer au pays. Donc, je suis sûr que dans le prochain gouvernement, ceux que nous aurons, ou bien celles que nous aurons, seront des gens aussi très dynamiques, déterminés à travailler. Vous savez qu'il y a le chantier est toujours si grand. Il y a la bonne gouvernance, il y a la lutte contre la corruption, il y a la lutte contre la pauvreté, il y en a plein. Donc, je pense qu'on n'a pas le temps on n'a pas à perdre quand même le temps. Tout à l'heure, vous venez de donner l'exemple du président gabonais. Je pense qu'il faut aller aussi vite. On ne va pas quand même attendre encore 1 mois, 2 mois, 3 mois pour avoir le gouvernement. Je pense que tout est déjà sur pied. Il faut aller rapidement et pour que les choses puissent aller
plus vite. Alors, Faure Gnassingbé n'est plus le président de la République, il est le président du Conseil qui conserve quand même toutes les prérogatives du président de la République. Alors, beaucoup auraient souhaité qu'il fasse son bilan de 20 ans à la présidence de parti véritablement. Il l'a pas fait. D'autres personnes sont en train de faire ce bilan-là à sa place, 20 ans au pouvoir. On a écouté lors de son intronisation, enfin, de son serment, le président de la Cour constitutionnelle. Et puis, ce qui a été saisissant, c'est la veille de ce qu'on a assisté samedi, son ancien ministre Marguerite Niakhaday, qui a eu à faire un bilan assez dur des 20 ans du pouvoir de Faure Gnassingbé. Jacques Diakouti, vous avez sûrement lu ce document. Au début, on disait que c'est du fake news. On s'est rendu compte que ce n'est pas du fake news. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette sortie de Marguerite Niakhaday? Bon, vous savez, avec la sortie de Madame Niakhaday, moi je ne dirais pas que ça soit une sortie malencontreuse, mais si ce qu'elle a dit, Eric, si ça peut aider au nouveau départ du gouvernement qu'on va former actuellement, c'est des choses quand même qu'il faut corriger. Elle a dit que si on fait le diagnostic, il y a eu un mal quelque part. Le médecin vous examine, il trouve que vous avez une maladie, telle maladie, mais à partir du diagnostic, maintenant, il faut essayer de corriger. Si on a dit que effectivement il y a ce problème, que la femme a eu à sortir, donc je crois qu'il ne faut pas prendre ça en mal, il faut prendre ça sportivement et essayer de corriger ce qui doit être corrigé et on avance. Mais si on pense que il faut prendre ça par exemple en mal, essayer de la critiquer, pourquoi elle a fait ci, pourquoi elle a fait ça, je ne crois pas qu'on pourra s'en sortir. Avec le nouveau gouvernement qui va sortir bientôt, je crois qu'à tête reposée, si par exemple ce que la dame a ressorti, si on pense qu'il y a un problème au niveau de l'électricité dont elle a parlé, il y a le problème au niveau des hôpitaux, il y a un problème au niveau des routes, Eric, je crois que c'est des choses quand même qu'il faut corriger. Il faut aller rapidement et le faire. Donc je crois qu'il ne faut pas prendre ça mal, il ne faut pas penser que, bon, elle a jeté une bombe, elle a fait ci, elle a fait ça, mais elle a parlé en tant que Togolaise, parce que sans oublier que elle a fait également les sérails, elle fut ministre de la Défense, elle fut également économiste, elle a dirigé la BTCI, donc c'est ce qui se passe. Donc, je crois qu'il faut prendre ça d'une façon sportive, et essayer de corriger ce qu'elle a dit, et pour qu'on puisse vraiment avancer, quoi. Ambroise Pondio. Oui, Eric. J'ai suivi, j'ai lu le brûlot de Madame Niakhaday et je l'ai aussi apprécié à sa valeur. Elle n'est pas à sa première. C'est vrai que quand vous lisez les entrelignes de la dame, on sent une certaine rancœur ou une colère qui s'apparente personnelle contre quelqu'un, mais qui revient quand même à une expression populaire, une expression contestataire populaire, et que connaît déjà beaucoup de Togolais. Certains peuvent aussi lui reprocher de ne pas être aussi très explicite, surtout à l'endroit de l'armée et autres. Mais moi, je dis que c'est une femme qui a eu du courage. Et il faut la féliciter pour ça. Parce que ce n'est pas évident. Et ce n'est même pas évident que quelqu'un soit dans ce régime, dans le cercle fermé de ce régime, pour avoir été directeur de la BTCI et machin, et machine, jusqu'à devenir ministre des Armées, et qu'elle soit dans le pays en écrivant ces boulots-là, ces documents, ces tests-là. Ces tests de révolte ou de rébellion à la limite, et qu'on ne pense pas qu'elle soit inquiétée. C'est un régime qui peut l'amener, qui peut la transférer en prison. Il y a plein de cas. Si on arrive à envoyer Kwacha en prison, Kwacha qui est le fils des fils en prison, et que le chef d'État des majors de toutes les armées en prison aujourd'hui, mais ce n'est pas Niakhaday qui n'ira pas. Moi, mon souhait est que ce qu'elle écrit ne soit pas prise comme une attaque contre le régime dans lequel elle était, mais plutôt une éveil de conscience de ceux qui dirigent ce pays, de faire autrement les choses, pour que tous, fils et fils d'une même nation,
on puisse se retrouver dans un certain vivre ensemble et convivialité et partager la direction du pouvoir et vivre dans une nation, pas dans un peuple éparpillé, dans un peuple comme dans un pays communautariste. D'accord, très bien. Et donc, oui. Alors, pour finir, j'ai à peine 2 minutes là. Je donne la parole aussi à Joseph sur le sujet. Oui, avant de terminer, il n'y a pas de souci. D'accord. Non. Oui, vous savez, Eric. Est-ce qu'il faut comprendre cette sortie-là de Marguerite Nyakadé? Non, moi, je ne suis pas là pour comprendre sa sortie. Mais je pense que l'essentiel, c'est le document qu'elle a eu à présenter. Moi, je pense que c'est un mémorandum des 20 ans de gestion du pays du président Faure Gnassingbé. Et par rapport à ce que, comment l'appelle-t-on, le président de la Cour constitutionnelle aussi a lu comme un bilan du président Faure Gnassingbé, je pense que le président même doit être content parce qu'il a au moins 2 documents, 2 bons documents qu'il pourrait quand même utiliser pour pouvoir mieux composer maintenant son gouvernement, son futur gouvernement et savoir qui placer pour pouvoir avoir un bon gouvernement qui doit satisfaire quand même à la population. Donc moi, je pense qu'il n'y a rien à s'alarmer contre cette sortie. Je pense que si ton ennemi t'envoie des flèches et que les flèches arrivent à t'atteindre, le mieux c'est de savoir quelle est la position dans laquelle tu te situes avant que la flèche n'arrive à t'atteindre. Il faut réfléchir là-dessus. Donc, moi, je pense que le chef de l'État a des conseillers. C'est à eux de voir prendre les deux documents et les comparer et tirer juste et avoir le juste milieu. Je pense que les Togolais, là où nous sommes, les Togolais attendent beaucoup du nouveau gouvernement. Donc, on a parlé de la charité de la vie, on a parlé de la bonne gouvernance, on a parlé de la corruption, on a parlé de beaucoup de choses. Donc, on n'a pas le temps de tergiverser là-dessus. C'est ce que la dame a dit dans son document. Merci beaucoup. Quoi qu'on dise, je pense qu'il y a certaines choses qui sont vraies. Il y a des choses, bon, on peut quand même, on peut l'analyser. Oui, on va rendre l'antenne. Ambroise Pondio, confirme l'information. Il semble que le président de la République a effectué ce matin sa première sortie en tant que président. Hein. Jean-Louis Sessambi-Tové. C'est bien ça? Oh, j'ai plutôt une autre information que je ne vais pas divulguer ici, mais puisque je n'ai pas encore quitté la maison à cause de l'émission. Mais je sais que c'est normal parce que nous sommes en semaine ouvrée et c'est normal que le président de la République qui a été investi samedi puisse prendre ses fonctions et tout ce qui est afférent. Messieurs, merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci à Ambroise Pondio, Joseph Gada et Jacques Diakouti. Et tout à l'heure, sera vous retrouver la semaine prochaine. Merci Eric. Merci Eric. Bienvenue à vous. Allez, à très bientôt. Bonne journée. Bonne journée à tous ceux qui vont écouter sur la radio. Tout à l'heure, ce sera Mignon Atipo qui vous présentera l'édition de 12h45. Passez une excellente journée. À demain.